Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants de réflexion, et ce n'est pas sur les mots ni sur un livre aujourd'hui que je voudrais vous inviter à une réflexion, mais j'ai considéré qu'après ce qui s'était passé à Paris ces jours derniers, on ne pouvait pas reprendre la vie comme elle était avant, il m'a semblé en tous les cas. On ne pouvait pas reprendre les choses comme si rien ne s'était passé. Comme s'il y avait une sorte de parenthèse de l'horreur et que finalement elle n'atteignait pas notre vie quotidienne. Donc j'ai pensé qu'on pourrait réfléchir à ce qui s'est passé, bien entendu avec modestie, parce que la plupart d'entre nous n'avons ni les tenants ni les aboutissants de tout ça, mais on ne peut constater qu'une situation probablement et qu'elle peut nous faire réfléchir, après nous avoir endeuillés pour certains, j'imagine. Après nous avoir dévastés pour certains d'entre nous aussi, essayer de retrouver, garder la chaleur du cœur, mais retrouver un peu de froid dans l'esprit et voir où ce monde nous conduit dans le fond. De quoi s'agit-il ? Enfin, de quoi s'agit-il ? C'est presque ambitieux, mais dans le même temps en fait que la rédaction de Charlie a été décimée, dans le même temps des Français ont été tués parce qu'ils étaient juifs ou parce qu'ils étaient policiers, et dans le même temps des centaines ou des milliers de personnes ont été assassinées au Nigeria. Alors certains disent 150, d'autres disent 2000, peu importe. C'est 2150 fois trop. Quand la barbarie se déchaîne, pour le dire autrement. Quand j'ai appris, comme vous, que des assassins étaient entrés dans la rédaction de Charlie pour tuer une partie des gens qui s'y trouvaient, il m'est revenu à l'esprit ce qui s'était passé pour Hypatie d'Alexandrie, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une philosophe, une scientifique, une mathématicienne qui a vécu à Alexandrie donc, et qui est morte lapidée par des chrétiens en 415 après Jésus-Christ. Un autre nom m'est revenu, celui de Giordano Bruno, qui est mort en 1600, condamné au bûcher pour blasphème et athéisme. Et je me dis que Charb et son équipe sont dans cette lignée-là, en fait, et qu'en fait on assiste au combat qui semblerait éternel. Si une chose est éternelle, ce serait celle-là, entre ce que on pourrait appeler l'obscurantisme et la lumière. Combat que l'obscurantisme mène par la mort. C'est le combat que mène la superstition contre la raison, en fait. Ou autrement dit, c'est un combat qui est mené par l'ignorance contre la connaissance. Il semblerait donc que ce combat n'ait jamais cessé, et on a été peut-être bien naïf de penser que la modernité, le XXIe siècle, les découvertes scientifiques qui nous permettent de comprendre un peu plus le monde et de faire reculer la notion, les superstitions d'une façon générale, à des frontières où on pensait qu'on n'irait plus les chercher, eh bien, la modernité n'a pas éteint ce combat. Et on pourrait se demander pourquoi. Alors on parle de mondialisation, mais de quelle mondialisation s'agit-il ? Il ne s'agit visiblement pas de la mondialisation de la connaissance, ni même de la mondialisation de la raison, ni même de la mondialisation des lumières, si je puis dire. Il s'agit d'autre chose, bien entendu. Et comme il s'agit d'autre chose, la question qu'on peut se poser, c'est comment un monde comme le nôtre, réputé moderne, réputé civilisé, comment un monde produit les individus, ces assassins-là, finalement. Parce que c'est quand même notre monde qui les produit, personne d'autre. Je trouve que ça serait intéressant de se poser cette question-là, parce que si ces assassins naissent, si ces assassins peuvent développer une idéologie mortifère, c'est donc que ce monde-là n'a pas de réponse à leur donner. Sinon, je pense que
On ne produit pas la barbarie au sein d'un milieu culturel, je ne crois pas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que ces assassins émergent, cette barbarie émerge? Et il semblerait donc que pour faire disparaître, en tous les cas, pour essayer d'annihiler la superstition, il faudrait opposer de la raison. Pour annihiler l'obscurantisme, il faudrait y opposer de la lumière. Pour s'opposer et annihiler l'ignorance, il faudrait proposer la connaissance et opposer la connaissance. Mais apparemment, nous ne faisons pas ça, puisque des assassins naissent, puisque des barbaries et des idéologies barbares et mortifères naissent et se répandent. Il semblerait donc que le monde dit civilisé et moderne n'apporte aucune réponse à cela, parce que ce monde civilisé et moderne ne répond pas ou ne s'oppose pas. Et pourquoi, me semble-t-il? Eh bien parce que la seule réponse que le monde moderne a donnée à la barbarie, c'est le marché. Il n'y a pas d'autre, aujourd'hui, position culturelle, j'allais dire, réflexion, d'une manière générale, que le marché. D'ailleurs, il n'y a pas un discours qui n'est pas consacré au marché, pas une pensée qui n'est pas consacrée au marché, pas une seule loi qui ne soit pas consacrée au marché. Et au nom de ce marché, d'ailleurs, qui est devenu le nouvel étendard des conquérants, eh bien, avec la baïonnette, on a été conquérir à la force des armes des pays au nom de ce marché, un marché qu'on a appelé démocratie libérale, bien entendu, parce que marché c'est un peu vulgaire, donc on préfère appeler ça démocratie libérale. Et ce faisant, dans ces conquêtes, on a créé toutes les structures qu'il fallait pour faire émerger cette barbarie. Non pas qu'elle n'existait pas avant, mais que là on lui a donné de l'espace. On lui a donné de l'espace d'autant plus que nous n'avons culturellement rien à opposer à la barbarie, sinon la marchandise. Et c'est pour ça que je vous propose la réflexion suivante. Finalement, la modernité n'oppose qu'un autre obscurantisme, à un obscurantisme. La modernité n'oppose qu'une idéologie mortifère. On ne peut pas dire que la marchandise soit autre chose qu'une idéologie mortifère, quand elle devient une idéologie, et on l'oppose à une autre idéologie mortifère. Les uns, pour le résumer, les uns veulent tuer notre liberté et nous tuer nous-mêmes, et les autres veulent la soumettre à la liberté du marché. Dans les deux cas, il y a une sorte de parallèle, au moins, même si les finalités ne sont pas aussi claires. Et c'est pour ça que je crois que la vraie question que nous devrions poser, c'est effectivement, qu'opposons-nous à ces barbaries? Et on va regarder très très vite dans notre pays qui a été touché par cette barbarie, quelles vont être les réactions. Et on les entend déjà. Réactions sécuritaires, réactions, mais jamais sur les causes profondes. Jamais sur ce que nous délivrons comme message au monde. Jamais sur ce que nous proposons comme idéal ou comme projet collectif, ou comme ambition collective au monde. Sinon, la croissance est le PIB, la réduction de la dette, ce qui est quand même un peu court. Et nous n'opposons donc rien à la barbarie, et pourquoi donc ne s'élèverait-elle pas? Puisque rien ne s'y oppose. Alors, évidemment, ça se retourne vers nous tout ça, hein, parce que on est des hommes, des humains, on essaie de vivre dans ce désastre. Qu'est-ce que nous avons à dire à partir de ce désastre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette dévastation? Alors, je n'ai pas évidemment de réponse, parce que d'abord, ça fait 10 jours qu'on a été frappé. Ça fait déjà plus longtemps que d'autres sont frappés. Ça fait encore plus longtemps que finalement nous sommes soumis au développement d'une société comme la nôtre, qui est basée sur la marchandise, sur la prédation, d'aucuns appellent la consommation, et la compétition. Ça ne peut paraître pas être une possibilité de relever le défi de la barbarie. Et à la fois, ça nous appartient quand même d'y réfléchir et de faire ce qu'on pourra faire, si tant est que nous ne soyons pas puissants. Parce que je ne sais pas. Peut-être que pour nous-mêmes,
quelques précautions, j'allais dire, en tous les cas quelques distances. Serait utile peut-être la distance, par exemple, avec l'opinion. L'opinion qui est, j'allais dire, le cœur de métier des médias, de la fabrique de l'opinion. Je n'ai pas assisté, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je n'ai pas assisté au reportage télévisé suite au meurtre et crimes commis à Paris. J'imagine ce que ça pouvait être. Et sûrement pas des morceaux de bravoure, j'imagine. Et donc ces images, j'imagine, ressassées, ces commentaires ressassés, créent bien entendu une opinion. Or, nous n'avons pas besoin d'opinion, nous avons besoin de jugement et de construire notre propre jugement. Donc peut-être s'écarter de l'opinion, peut-être couper un temps avec la fabrique de l'opinion, peut-être s'éloigner de ce rabâchage des mêmes mots qui ne sont pas des faits souvent. Peut-être s'éloigner de ça. En d'autres termes, essayer de sortir de nos jugements hérités pour construire nos propres jugements. Et puis comprendre. Sortir des passions peut-être pour comprendre, ou au moins les atténuer pour qu'elles ne perturbent pas la compréhension. Comprendre, c'est lire, c'est voyager au moins intellectuellement si on ne peut pas le faire autrement. C'est à découvrir ce qui est à l'œuvre dans tout ça. Regarder dans l'histoire ce qui s'est déjà produit avec tout ça. Je vous ai cité tout à l'heure Hypatide, Giordano Bruno. Regardez ce que c'est que ces barbaries-là. Regardez comment l'obscurantisme a toujours été à l'œuvre dans le fond et qu'il ne s'est jamais aussi mieux porté que quand en face nous n'avions plus rien à lui dire. Alors bien sûr, on peut se rassembler silencieusement, vous l'avez sûrement fait tous ou en partie. Bien sûr, parce que ça fait du bien d'être plusieurs quand on a peur. Ça fait du bien d'être plusieurs quand on pense qu'il faudra sauvegarder quelque chose. Mais évidemment, ce rassemblement ne sera pas suffisant, cet assemblage ne sera pas suffisant. Il faudra porter une parole à un moment ou à un autre. Et non seulement une parole, mais une parole exemplaire. Je veux dire une parole pratiquée, c'est-à-dire une sorte de société dans lesquelles la culture aura retrouvé, et la culture et la réflexion aura retrouvé sa place centrale, et non pas quelques statistiques et quelques indicateurs économiques qui ne disent rien au monde. Peut-être faudra-t-il se rassembler là, reparler ensemble. Les marches silencieuses ne permettent pas de parler, elles sont silencieuses parce elles ne peuvent pas parler de l'indicible. Mais peut-être qu'en se retrouvant là où nous sommes avec les quelques personnes que nous connaissons, peut-être parler un peu plus, et, sortir de chez soi un peu plus, aller chez l'autre un peu plus, échanger un peu plus, comprendre un peu plus, parler du monde que nous voudrions un peu plus. Et ne pas le laisser à d'autres qu'à nous-mêmes, peut-être. Peut-être faudra-t-il rêver à nouveau à du bonheur, à une vie heureuse, à une vie sans injustice, à une vie d'égalité. Avant d'essayer de comprendre, ou avant plutôt d'essayer de condamner la barbarie qui est condamnable, regardez comment nous ne sommes pas créateurs de barbarie par des projets de société qui ne sont plus des projets de société, mais juste des projets économiques, juste des projets vulgaires. Je pense qu'il faut que nous retrouvions une parole, parce que nous avons à dire aux barbares et à la barbarie des choses, parce que nous avons des projets à proposer pour que cette barbarie s'éteigne, et elle ne s'éteindra pas par les armes, elle ne s'éteindra par des propositions de société qui seront à même de montrer qu'il y a une vie possible dans la justice, dans le bonheur. Et peut-être que c'est ça qu'il va falloir que nous fassions avec du temps. Avec du temps. Il nous faudra quelques générations. Maintenant. Parce que la barbarie ne s'éteindra pas tant que la modernité marchande n'aura rien d'autre à dire que des mots du commerce, qui sont bien maigres. Et donc,
nous allons confier à la génération qui suit et aux générations suivantes le soin de faire ce que ma génération n'a pas su faire en tous les cas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et puis nous reprendrons nos... Mais plus pareil, nous reprendrons nos réflexions sur les mots, sur les livres, voilà, sur l'actualité qui passe, qui s'empile. Et puis, si vous êtes toujours là, tant mieux. Si vous êtes toujours là, c'est que probablement là où vous êtes, vous aurez probablement des choses à dire aussi à ceux que vous connaissez, que vous côtoyez, pour que on comprenne bien ce qui se passe et que les choses ne soient plus pareilles. Merci de votre attention si vous avez été attentif, merci d'avoir été là si vous y avez été, et donc à une prochaine fois pour un prochain mot, livre ou autre domaine de réflexion, autre sujet. À bientôt, au revoir.